Alors maintenant on parle de la réal et là c'est mon moment préféré. Alors, tout d'abord, découper une scène. Le découpage technique. Le découpage technique, ça va être en fait c'est le discours du réal en fait. On va lire ça et on va dire ok ça je le vois en plan large, ça je le vois en contre-plongée, etc. Donc c'est le document du réalisateur. Alors, le découpage, c'est pas le storyboard. Le storyboard, c'est ce qui passe après. Le storyboard, il permet d'illustrer le découpage. C'est pas la même chose. Alors, très important, c'est un premier truc que j'ai appris, c'est un plan égale une info. Par exemple, vous amusez pas sur le web notamment, où il faut aller à l'essentiel, si un mec marche dans la rue, vous faites pas chier à faire un plan en face, un plan sur le côté, enfin, faites pas 10 plans pour une seule action. Dites-vous à chaque fois que je fais un plan, en fiction en tout cas, c'est pour une info. Un plan, c'est en trois catégories. Valeurs, angle et mouvement. On va commencer par les valeurs. Les valeurs de plan. Alors, il y a 1000 valeurs de plan, mais moi, je vais vous parler surtout de 3 valeurs de plan parce que quand j'ai commencé à lire des livres pour essayer de m'intéresser à la réal, ils m'ont appris des plans qu'on ne dit jamais sur un tournage. Par exemple, ils disaient le plan italien. Je n'ai jamais dit ce mot sur un tournage. Le plan italien, en gros, c'est un plan qui est cadré au-dessus des chaussures parce que les Italiens, à l'époque, étaient réputés pour avoir des chaussures horribles. Voilà, on ne les cadrait pas. Donc moi, je me base en général sur 3 types de plans. Le plan large, c'est le plan qui situe le décor, expose un peu le lieu, la situation, pour un peu spatialiser l'endroit. Le plan moyen, ça va nous montrer un peu plus l'action. Ça permet de voir à la fois le visage de l'acteur, mais aussi ses mouvements. Un plan moyen qu'on utilise pour le coup souvent et qu'on peut dire sur un tournage, c'est le plan américain. C'est le plan qui est juste au-dessus, en général, parce qu'on dit américain parce que c'était un plan qui était au-dessus du holster pour les films de Far West. Donc ça, on peut l'utiliser. Le plan serré, c'est un plan qui va aller plus dans le détail et dans l'émotion. Là, pour le coup, on est serré sur le visage. Et un plan, parmi les plans serrés, ce qu'on peut dire, il y a le gros plan ou l'insert, c'est vraiment le très très gros plan et ce qu'on va notamment utiliser en transition. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. Le découpage classique. Ça, c'est un découpage que j'ai usé et reusé sur le net, mais c'est le plus simple. Je vous montre. En gros, en général, je commence par un plan large pour situer l'endroit. Et ensuite, je fais un champ contre champ si c'est un dialogue, si c'est quelqu'un qui regarde quelque chose, etc. On va voir par exemple ce que ça peut donner dans Déjà vu du Stuyvesant que j'avais réalisé. Plan large, champ, contre champ. Plan large, champ, contre champ. En fait, si on commence par le champ contre champ, on ne sait pas où on est perdu. Le plan large avant permet déjà de respirer dans un sketch parce que si on a un sketch avec que des champs contre champs en serré, on ne respire jamais, on ne sait pas où on est. Ça permet de chapitrer un peu, donc n'oubliez pas vos plans larges. Voilà, typiquement, là vous voyez, si je me place ici, vous ne voyez pas le plan large, là on ne sait pas où on est. Pareil, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on est. Et grâce au plan large qui situe, à chaque fois, on sait dans quel décor on est. Comme je dis, exactement. Une fois que vous avez compris la mécanique, on peut faire évoluer. Par exemple, un truc que j'avais réalisé pour le bagel, c'est ça. Ça, c'est l'intro. Voilà, je l'ai fait évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un plan large. En fait, c'est plan large champ contre champ. Sauf que le plan large, je fais 2 plans larges, un extérieur pour qu'on puisse voir l'extérieur et un intérieur. Le champ, je le dynamise avec un plan moyen et un plan serré. Ça permet de dynamiser l'action et le contre-champ. En comédie, on peut aussi faire l'inverse. C'est très intéressant parce que la comédie aussi, c'est la rupture et découvrir, c'est une rupture comique, c'est découvrir tout d'un coup en plan large qu'on est un reveal. Et on l'utilise pas mal je vous montre par exemple un exemple que j'avais fait dans les tutos avec Jérôme. 2 secondes, je reviens. Hé, elles sont chouettes vos bécanes. Merci. Voilà. On peut faire l'inverse. On peut commencer par un champ contre champ parce que du coup on perd le spectateur, là c'est volontaire. Et du coup le reveal c'est le plan large. Maintenant je vais vous parler du plan d'exposition. Le plan d'exposition c'est le plan large mais qui permet de situer encore plus. On ne voit pas forcément les acteurs mais ça permet de situer la localisation, la météo. Quelquefois on a un sous-titre qui nous dit le pays. Un panneau qui nous dit la ville, ça nous permet de savoir s'il fait nuit, s'il fait jour, etc. En général, on le place avant le plan large, avant le découpage classique. Donc on a toujours plan large, champ contre champ, et juste avant, on met exposition. Ça, c'est un sketch que j'ai réalisé saison 3 avec Bagel, toujours. Je vous montre, c'est exactement ce que j'ai raconté. Je vais te demander d'être très attentif. Il y a 2 choses que je déteste par-dessus tout. Être dérangé dans mon bar et manger une double froide. Donc, le plan d'exposition, c'est on est à New York. Maintenant que vous avez vu cette séquence, je vais vous montrer qu'on peut tricher. Là, le plan d'exposition nous montrait qu'on était à New York. Imaginons la même scène. Je vais te demander d'être très attentif. Il y a 2 choses que je déteste par-dessus tout. Être dérangé dans mon bar
et manger une andouillette froide. Donc là, on était à Londres. Et maintenant, imaginons... Je vais te demander d'être très attentif. Il y a deux choses que je déteste par-dessus tout. Être dérangé dans mon bar. Donc, la même séquence, c'est juste le plan d'exposition qui change. Un coup, on est à New York, un coup, on est à Londres, et à la fin, on est à la Défense. Grâce à cette information, maintenant qu'on sait ce que c'est le plan d'exposition, je vais vous montrer maintenant ce que c'est le stock shot. Un stock shot, c'est un plan qu'on peut acheter sur le net. Ça peut être à 5 €, 10 €, ça peut aller jusqu'à 400 €, etc. Il y a plein de sites. Par exemple, pour la taupe du bagel, donc je suis allé sur ce site-là. Il y en a plein d'autres, on en parlera demain. Et j'ai acheté, voilà, un stock shot aérien qu'après on a retouché un peu façon années 20 New York. Mais voilà, donc en fait, quand vous avez une idée, je vais vous montrer, mais quand vous avez une idée où vous dites « j'aimerais bien faire une scène à New York, mais je n'ai pas les moyens de me payer un billet d'avion », et bien allez tourner à la Défense et acheter juste à 10 € un petit plan aérien de New York de jour, et ça fait la blague. Maintenant qu'on a vu les différentes valeurs de plan, on va voir comment on compose son cadre, parce que c'est bien beau de se dire on cadre comme ça, la caméra on peut la placer partout, on va voir. Parce que la caméra, donc on peut la placer vraiment dans un espace à 360 partout, on peut la mettre derrière, devant, à droite, à gauche, il y a plein de... On peut faire dans tous les sens, et vous allez voir que toute composition est importante. Maintenant je vais vous expliquer les différentes façons de placer une caméra. La plongée en gros c'est quand on place la caméra au-dessus de notre comédien. Ça permet d'écraser, voilà, de rendre votre personnage plus vulnérable. Le top shot c'est la plongée mais à 90 degrés. Ça peut permettre plein de trucs, ça peut permettre de situer le sol, ça peut permettre de situer l'espace, filmer un mouvement, montrer une solitude, une situation d'enfermement, etc. La contre-plongée, c'est donc l'inverse de la plongée, on est en dessous. Et là, pour le coup, on rend notre personnage un peu plus puissant, un peu plus dominant. La bidouille de la contre-plongée. La contre-plongée, ce qui est pratique, c'est que ça permet une bidouille que j'ai quelquefois utilisée d'ailleurs dans cet extrait où vous pouvez voir Nat. En fait, la contre-plongée, ça permet de... je vais vous expliquer après. Si vous voulez filmer une scène historique, notamment dans Paris, vous prenez votre caméra. Quand vous êtes à cette hauteur de caméra, vous allez voir tous les panneaux, toutes les voitures, etc., tous les trucs chiants qui sont difficiles à enlever en post-prod. Vous baissez votre caméra et là, on ne voit plus rien. On voit que le haut des bâtiments et le haut des bâtiments fait assez historique. Donc ça, c'était la bidouille. Le Dutch angle, c'est un truc tout con, mais ça permet de... En fait, en général, on a tendance à filmer parallèle au sol, donc vraiment avec une caméra droite. Et en fait, le simple fait de tourner la caméra donne un côté un peu chelou à l'image. Ce que j'avais fait, est-ce que ça c'est une vidéo? Ouais, voilà. J'ai fait ça dans le court-métrage des tutos Noël. Et le simple fait en fait de désaxer un peu la caméra, ça donne un côté un peu bizarre, ça rajoute de l'anxiété. Vous aimez la musique, Père Noël? Voilà. La vue subjective. Il y a une bidouille qui est très intéressante derrière, c'est pour ça que je vous l'explique. La vue subjective, c'est donc évidemment la caméra est placée à la place de la tête, ça permet plein de choses, ça permet de se mettre à la place du spectateur en mode il vient de trouver quelque chose, il cherche quelque chose, il y a une révélation, on implique le spectateur en fait. Voilà, tac, vue subjective, là il se tourne, vue subjective. Enculé. Là il cherche quelque chose, vue subjective. Voilà, attention, hop, vue subjective. Moi, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est super simple à faire. Si vous êtes en galère à un moment donné, vous avez juste à prendre votre appareil et il faut faire trembler un peu la caméra parce qu'évidemment, la vue subjective, elle n'est pas fluide, elle n'est pas stable. Et c'est très simple à faire et ça permet de sauver quelquefois des fictions. Ça, c'était les différentes façons de composer. Il y en a plein d'autres, mais on ne va pas avoir le temps de parler de tout. Quand vous composez votre cadre, moi, il y a un truc que j'essaie de faire, c'est de suivre le regard au maximum. C'est-à-dire que ne pas perdre le regard du lecteur parce que c'est lui qui incarne toute l'émotion. Donc c'est un truc que j'essaie de faire. Par exemple, Je rentrais du boulot, quand soudain... c'est ça, ne soyez pas flemmard, c'est-à-dire que... Regardez. Là, je suis face à lui. Là, je vois son regard. Alors, par contre, casser l'ambiance, hein, mais ça, c'est original, vraiment. Et là, j'ai ce plan en on a plus. quelque chose d'original. Je vais tenter autre chose, ok. En fait, il y a un côté un peu flemmard quelquefois. Je vois des réals où on est cadré comme ça et quand le mec tourne la tête, bah c'est fini, il ne fait pas le plan qui est là. Et déjà, on perd en dynamisme et surtout, on perd le regard et on a que ce côté-là et c'est complètement inintéressant. Donc, ne soyez pas flemmard et suivez le regard. Maintenant, on va apprendre à filmer un dialogue. Le découpage classique pour filmer un dialogue en général, c'est, on reprend à peu près la même chose, sauf que là, on serre un peu plus, plan moyen, champ contre champ. La règle des 180 degrés, c'est la règle la plus importante au cinéma. Quand deux personnes se parlent, on se dit qu'on trace une ligne entre eux deux et on se dit qu'on va placer les caméras d'un seul côté de la ligne.
si on commence à le placer de l'autre côté, on ne va pas avoir les regards qui se croisent. Je vais vous montrer après. En gros, voilà, ça c'est avec un bon 180 degrés. C'est-à-dire que là, du coup, on est de ce côté-là pour Alison. Elle regarde du bon côté, gauche-droite, et de l'autre côté, Ludo va regarder droite-gauche. Ça permet d'avoir des regards qui se croisent. Parce qu'en fait, si on inverse, si on traverse la ligne des 180 degrés, on va avoir les deux qui regardent dans le même sens et on a l'impression qu'ils parlent à une troisième personne. Pour filmer un groupe, parce que là je vous montre à chaque fois pour 2 personnes, en général, moi je vais essayer de me placer au milieu. Par exemple, là c'était pour un sketch du bagel, je me plaçais juste là, au milieu, et ça me permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir les regards qui continuent de se croiser. Mais c'est toujours très difficile de filmer un dialogue de groupe pour avoir tous les regards qui se croisent. En général, je me mets au milieu. Comment on cadre un dialogue? Parce que là on a vu la règle, mais maintenant on va apprendre comment le cadrer. On essaye en général, là je vous donne les règles générales, après vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne la base. En général, Et bim, t'échanges ton sac avec celui d'un gangster, pas mal. Ouais, bah si on a le même sac, ça arrive. on essaye en général d'avoir de... En gros, si notre personnage est ici et qu'il regarde par là, on essaie d'avoir un peu d'air, on essaie de le décadrer un peu. Et bim, t'échanges ton sac avec celui d'un gangster, pas mal. Ouais, bah si on a le même sac, ça arrive de se tromper, non? De l'air ici, pour Jérôme. Même sac, zébré, avec corne blanco et badge de Et Nirvana. pareil, on aura de l'air Ouais. ici. Oui, oui, Tac, bah, tac. je recommence. Alors, Tu voilà. recommences. Ça c'est la règle de base, mais après, si vous voulez par exemple avoir un dialogue un peu plus strict, sérieux, vous pouvez jouer sur la symétrie, comme dans Foutre le camp comme ça. Le regard n'est pas caméra, il est juste au-dessus, mais on a un côté beaucoup plus strict. Et pour donner un côté chelou, vous pouvez aussi inverser, c'est-à-dire qu'on peut enfermer le personnage. Voilà, lui il va regarder dans les mauvais sens. Là il regarde par là, alors que l'air est ici. Ça crée un sentiment un peu chelou d'enfermement. Et ça, vous allez le voir juste après. Une autre question, c'est avec ou sans amorce. En fait, sans amorce, ça marque une distance entre nos personnages. Et bim, Voilà, vous t'échanges avez- ton sac avec celui d'un gangster, pas mal. Ouais, bah si on a le même sac, ça arrive de se... L'amorce, c'est un petit truc flou au premier plan en général. Avec amorce, ça permet de créer une intimité entre les deux acteurs, ça les rapproche. Ça arrête. Oui, mon gars. Voilà. Je crois que je vais pas m'en sortir. Et Amorce, ça part sur le amorce. discours larmoyant du meilleur ami qui m'a Non, crevé. non, non, c'est pas du tout un discours. Tiens, la femme que je l'aime. Voilà, pour cadrer, donc soit de l'air, soit symétrique, soit on l'enferme, on peut voir. Maintenant, je vais vous montrer que la règle des 180 degrés s'applique au dialogue, mais aussi à plein d'autres trucs dans le cinéma. Par exemple, 2 personnes qui se parlent au téléphone ne sont pas forcément face à face, mais on essaie quand même de croiser les regards. Pareil, quand on a un personnage qui court, on essaie d'avoir le même mouvement. S'il va de gauche à droite, on va placer la caméra pour que sur le plan suivant, il aille aussi de gauche à droite. Voilà, c'est l'inverse, c'est droite à gauche. Stock shot, plan large. Voilà, gauche-droite, 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 gauche-droite. Parce qu'en fait, si sur un plan il va de la gauche à la droite et le plan suivant de droite à gauche, on va avoir l'impression qu'il revient en arrière. C'est la même chose pour des voitures, une course-poursuite de voiture par exemple. Voilà, gauche-droite, toujours dans le même mouvement. Le troisième truc, c'est les mouvements de caméra. Parce qu'un mouvement de caméra, ça peut amener beaucoup de choses. En fait, voilà, un simple travelling avant, genre quelqu'un qui est juste comme ça et qui regarde devant, en fixe, ça amène aucune émotion. Mais un travelling avant, on va se dire, ok, il a une idée, il y a un truc qui se passe. À l'inverse, travelling arrière, on le perd un peu, on perd notre spectateur, il y a un truc. Le circulaire, si le mec commence à regarder autour de lui avec un travelling circulaire, on se dit, il est perdu. Deux différences entre le travelling et le zoom, c'est pas la même chose. Le travelling, c'est vraiment la caméra qui s'avance, et le zoom, c'est la caméra qui zoome. Donc c'est pas du tout la même chose et c'est pas forcément la même indication dans votre narration aussi. En autre mouvement, il y a 2 types de mouvements. Il va y avoir la caméra fluide qui donne un côté un peu très classe, fluide, maîtrisé et tout, et la caméra portée qui donne un truc un peu plus bordélique, un peu nerveux. Plus bordélique, et notamment ce qu'on appelle la shaky cam, c'est beaucoup utilisé pour les scènes de baston, quand on ne sait pas se battre. Si vous avez une scène de baston et que vous n'avez pas de chorégraphe et tout, faites bouger la caméra, balancez des zooms et tout, on a l'impression que c'est stylé. Rythmer sa vidéo. Sur le net, c'est super important. Je vais essayer de m'aider de ça. En gros, moi, c'est ce que j'appelle la génération DivX, mais c'est plus la génération... En gros, quand je regarde un film, il y a plein de notifications sur plein de réseaux sociaux. Et pour garder l'attention du spectateur, il faut garder un rythme. Parce que, contrairement au cinéma, comme disait Karash, où tu es assis dans un confort, tu es là, tu es là pour regarder le film, quand tu le regardes sur ton téléphone, sur ton ordi et tout, il y a toujours plein de notifications dans tous les sens. Donc, il faut, en réal, en découpage, en rythme, en musique, tout ça, il faut être encore plus rythmé. C'est pour ça qu'un plan égale une info, il faut du mouvement, il faut des transitions, on ne peut pas se permettre d'avoir une intro de 30 secondes. Il faut aller vite fait dans le vif du sujet.
pareil, donc ouais, je disais éviter les génériques d'intro. Soignez votre intro parce que l'intro, c'est le truc qui va capter l'attention. Moi, je considère qu'en fait, passer peut-être les 30 secondes, que la vidéo fasse 2 minutes, 4 minutes, 9 minutes, 10 minutes, une fois qu'on a capté l'attention du spectateur et qu'on arrive à garder un certain rythme, c'est gagné. C'est plus le début, il faut le capter dès le début, donc évidemment, éviter un générique d'intro. Très important, le rythme s'installe dès le découpage, pas uniquement au montage. Vous n'allez pas pouvoir, vous pouvez le rattraper un peu en mettant de la grosse musique, en mettant des plans serrés et tout, mais pensez-y dès le découpage. Soignez votre final parce que c'est le dernier truc qu'on voit avant d'arriver. En général, j'essaie de soigner l'intro et le final, et au milieu, évidemment, je développe la narration, etc. Mais en réel pur et dur, en rythme et tout, j'essaie toujours d'avoir une intro et un final un peu bien boosté. Je vais finir sur les transitions. Je vais vous donner les 4-5 transitions basiques que j'essaie d'amener. Les transitions, quelquefois, c'est juste un kiff de réal et quelquefois, ça permet de garder une certaine fluidité dans le montage et de garder un certain rythme. La première transition la plus basique, c'est le fondu enchaîné. Ça permet juste de créer une ellipse, en fait. Ça permet de montrer que le temps passe. On peut aussi le mêler avec le jump cut, par exemple. Le jump cut, c'est quand on est sur un même plan et qu'on fait des cuts dedans. Si on le met avec un jump cut, ça donne, par exemple, ce qui est après. Voilà. Hop, fondu, le temps passe en jump cut. Une autre transition que je faisais beaucoup, c'est le volet. Ça permet de passer d'un décor à un autre en passant devant quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, la caméra, ça c'est un truc, ça va être une amorce qui va nous cacher. La caméra ici, on est dans un décor, elle fait ce mouvement-là, elle passe derrière quelque chose. Je fais le même mouvement sur un autre décor avec toujours la même amorce et au montage, je raccorde les deux. Ça donne par exemple... On reste amis. Je t'avais dit quoi, mon gars? T'es dans la friend putain de zone. Il faut que tu t'y fasses parce qu'avec elle... Voilà, donc ça c'est le volet. C'est un peu classe, ça rajoute de la fluidité. Le raccord dans le mouvement, c'est un mec qui est cadré par exemple ici, et il s'assoit, et il va s'asseoir dans une autre... il va faire le même mouvement dans un autre décor et on a un petit raccord. Lui, là, on va le faire pareil. Les transitions. On peut en parler, oui. Voilà. Le crash zoom. Le crash zoom, c'est en gros, je fais un plan large et je fais un plan serré de la même action, c'est la même chorégraphie, et après je navigue entre les deux. Non. C'est beaucoup utilisé dans les films de voyage pour passer d'une transition à une autre, ça peut rajouter, c'est un peu cool. Ça, c'est moi. Crash zoom arrière. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'une fille. Mais laissez-moi. L'autre transition que j'ai beaucoup utilisée et beaucoup trop, c'est le cut filaire. C'est en gros, je vous montre ce que c'est, je vous explique comment on fait. Ça vous plaît tout ce que je vous ai compris? C'est stylé. En gros, on prend la scène, une fois que notre acteur a fini de faire son truc, on va très vite à droite ou très vite à gauche, et après on commence le plan suivant en commençant le plan par un mouvement comme ça. Et on raccorde les deux, et dans le flou de mouvement, ça marche. Et en fait, ce cut filaire, ça permet une bidouille. Je vous montre, par exemple, ça. Après, vous pouvez combiner toutes ces transitions que je vous ai données, par exemple comme ça, Ton numéro. raccord dans le mouvement, La première étape est donc de lui proposer un rendez-vous de manière très naturelle, au détour de la conversation. volet, Mais si tu aimes l'art brut, il y a une super expo en ce moment. Si ça dit, on peut y aller ensemble. Pourquoi pas, oui. raccord dans le Ensuite, mouvement, s'il accepte, tu peux lui demander son numéro pour lui envoyer les infos. C'est facile. Donne-moi ton numéro. cut filaire. NS. Là, on a mêlé tout ce que j'ai essayé de vous apprendre. La dernière transition, que j'appelle une transition snatch, parce que c'est en référence au film de Guy Ritchie, c'est une transition où c'est des... Je vous montre ce que c'est. Vous êtes sûr? Vous avez raison, les gars. J'y vais. C'est ça. C'est des inserts très rapides, 2-3, un peu trop rapides quelquefois d'ailleurs. Ça donne du rythme en fait. Je vais finir sur mes conseils de vieux darons du web. Premier truc, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Ça, c'est la base. Il y a souvent ces histoires un peu légendaires de l'actrice qui marche dans la rue et qui est repérée par un directeur de cast qui fait « Ok, t'es ma future star ». Ça a dû exister pour une personne peut-être. Faites votre propre contenu, n'attendez pas que... soyez indépendant très vite, ne dépendez pas des autres. Faites ce que vous avez envie de voir, pas ce qui est tendance. Ça, c'est un truc où j'ai de plus en plus de mal, mais ça encore, c'est en vieux daron. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font uniquement ce qui est tendance en pensant que ça va marcher. Sauf que le principe d'une tendance, c'est qu'au bout d'un moment, ça périme, il n'y en a plus. Soyez organisé pour mieux anticiper et vous adapter. Parce qu'en fait, faut vraiment... tourner une vidéo, c'est en 3 étapes. Il y a la préparation, le tournage et le montage. La prépa et le montage, c'est les parties où vous êtes
normalement à peu près tranquille. La prépa, c'est vous visualisez, vous avez vos décors, tout va bien se passer. Le tournage, c'est le moment où rien ne se passe comme prévu. Il y a un acteur qui arrive en retard, il y a la météo qui n'est pas bonne, il y a un truc qui se casse. Impliquez votre équipe dès le début parce qu'il y a un truc, moi c'est un truc que je sais, j'ai eu du mal, c'est qu'au début, j'étais très, comme je faisais justement tous les corps de métier, j'avais mon découpage en tête, etc. Et du coup, sur le tournage, j'étais seul dans ma bulle, je courais dans tous les sens. Et le dernier conseil le plus important, c'est ne soyez pas flemmard. C'est vraiment dit, challengez-vous à chaque nouveau projet et essayez de faire des trucs un peu nouveaux et ne rentrez pas dans un confort. Voilà. Cool.